comme on planifie une retraite ou une succession, un chef doit savoir reconnaître le moment de préparer la relève pour assurer la continuité et la vitalité de ce qu'il a bâti. J'invite donc le premier ministre à réfléchir sérieusement à ce plan de relève. Une autre semaine éprouvante pour le gouvernement caquiste qui, à la fin du caucus de jeudi, a eu la surprise d'apprendre la démission de sa députée que vous venez d'entendre, Maïté Blanchette-Vézina, qui a demandé à son tour au premier ministre de réfléchir à son avenir. Alors, on va parler de stratégie de communication avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, lorsqu'on fait face à une situation comme celle-ci, Martine Saint-Victor, et que le vent nous vient de face et qu'on fait le vélo de la politique, comment on doit agir? Parce que c'est loin d'être évident pour le premier ministre du Québec. Oui, ça rappelle un peu ce qu'il vit, ça rappelle un peu ce que M. Trudeau avait vécu lors des derniers mois de son mandat. On voyait des ministres quitter, des ministres aussi remettre en question son leadership de manière très publique. Alors, pour M. Legault, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a donné un aperçu de ça lors du retour la semaine dernière. Il a dit « J'ai visité le Québec, j'ai écouté les gens ». Il doit nous dire ce qu'il a entendu et il doit se rappeler de quelles sont les préoccupations premières des Québécois, que ce soit l'accès au logement, que ce soit l'accès aux soins de santé, et nous dire ce qu'il va faire pour régler ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il doit rappeler qu'il l'entend et qu'il a les solutions. Et ça, c'est un message qu'il va devoir marteler, c'est-à-dire toujours le répéter et puis montrer une certaine humilité. On a commencé à avoir un début de ça la semaine dernière et aussi rassurer le caucus, c'est-à-dire que là, quand quelqu'un quitte, les autres peut-être se posent la question, se disent est-ce que moi aussi je devrais quitter? Donc, doivent rassurer le caucus, rappeler les valeurs du parti pour que son caucus ait confiance dans le leadership de M. Legault et pour que les gens aussi aient confiance en lui, dire OK, c'est encore l'homme de la situation. Donc, c'est vraiment c'est un message de communication pure, c'est-à-dire de rappeler les valeurs et de dire ce qu'on va faire pour régler le problème parce que ce sont les attentes des électeurs, les attentes des citoyens, c'est que la personne en charge va régler nos problèmes. Mais au-delà du caucus, au-delà du message, justement, il y a une stratégie de communication, lui aussi, lorsqu'on se déplace en public. Hein? On a vu des images cette semaine où François Legault s'est rendu à la finale de baseball des Capitales de Québec. Il a été hué par la foule. Ça donne toujours une mauvaise image. En fait, c'est pas ce qu'il aurait souhaité nécessairement. Donc, est-ce que François Legault doit être plus visible ou peut-être un peu moins visible et se faire oublier pour les prochaines semaines? C'est certain que le service des communications du premier ministre se pose cette question-là aujourd'hui. Il est en train de revisiter son plan pour le mois de septembre, parce que je pense que c'est pas en train de se dérouler comme on voulait. Puis, pour un politicien, se faire huer en public comme ça, ça peut arriver. Mais à Québec, là où on veut séduire les gens, pour la CAQ, ça fait mal. Et puis, donc, j'ai envie de poser la question à l'envers. Qu'est-ce que ça donne de sortir le premier ministre en ce moment, alors que j'ai une nouvelle équipe? Donc ça, c'est un premier point. Puis ce premier ministre-là, il ne faut pas oublier qu'il se fait élire en grande partie en disant « Moi, comme homme d'affaires, je vais assainir les finances publiques. C'est fini la fiesta au gouvernement. On va gérer ça de façon plus pragmatique. » C'est ces mots. Donc, et la réalité, c'est qu'à la fin de tout ça, c'est pas ça qu'on constate. Et il y a une forme de dissonance cognitive pour les gens. Puis c'est un vrai problème. La fonction publique a augmenté en haut de 20 % On est en déficit de on est en haut des 10 milliards de déficit. Il y a au moins 1 milliard de dollars qui a été perdu dans des projets comme Nordvolt et d'autres, pendant qu'on coupe en santé puis en éducation. Les gens ne sont pas dupes de ça. Donc, sur le plan des communications, c'est comme si on nous arrivait avec un patient qui avait une maladie en phase terminale. Donc, c'est très difficile là, de rattraper ça. Je ne pense pas que le premier ministre peut le faire tout seul. Je pense qu'on va prendre un plan général. Mais c'est clair que se faire huer dans la région de Québec, si le signal n'a pas été compris, c'est parce qu'il n'y a pas de façon de le faire entendre au gouvernement. J'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus, justement, en tant que stratège en communication. Est-ce que c'est un beau défi à relever de redorer l'image de la Coalition Avenir Québec, du premier ministre, pour éviter ces huées? Justement, est-ce que c'est un beau défi ou c'est un cauchemar? C'est un défi. Je ne sais pas s'il est beau, mais c'est définitivement un défi. Et puis, on est toujours dans la séduction quand on a un rôle public. Mais il y a le côté style et il y a le côté substance. De se faire huer, c'est un problème de style, en fait. Il faut rappeler la substance. Il faut rappeler aussi les succès de ce gouvernement, parce qu'il y en a eu. Oui. Et c'est, encore une fois, c'est de rappeler que oui, on a les solutions et on comprend les problèmes.
Même chose? Oui, c'est-à-dire que si on reste sur la substance du troisième lien, par exemple, ou de la prière dans l'espace public, le vrai message qu'on envoie aux gens, c'est on n'a pas compris ce que sont vos priorités. Exact. Puis les gens comprennent ce message-là. Oui. Donc, il y a un réalignement de messages. Je suis assez d'accord avec Martine à faire avant de se demander si on sort le premier ministre. Restons maintenant en matière de politique, parce que hier avait lieu le déclenchement des élections municipales. Il y a quand même une élection assez importante dans 21 municipalités. On devra élire 7000 conseillers et conseillères dans l'ensemble de la province. Martine Saint-Victor, l'idée, ça va être de se démarquer parce qu'à Montréal, il y a 5 grands partis, mais le public semble plus ou moins intéressé parfois, à l'occasion, par la politique municipale par rapport à la politique provinciale ou fédérale. Alors, ce sera un immense défi aussi de faire passer le message pour tous ces candidats et candidates-là. Là. Oui, nous avions partagé la semaine dernière les statistiques du taux de participation lors de la dernière élection municipale. À Montréal, ce n'était que de 38 Un des enjeux dans la politique municipale, c'est qu'on a l'impression que tout se règle tout seul pratiquement, alors que les conseillers, les maires doivent expliquer leur travail et doivent aussi nous rappeler pourquoi est-ce qu'ils se présentent en politique municipale. Et ce qui est très dommage avec ce manque d'intérêt collectif pour la politique municipale, c'est qu'on oublie le pouvoir et l'influence de la politique municipale. Tout commence au municipal. Souvent, la politique municipale a l'influence de pouvoir, entre guillemets, dicter ce qui va se faire au niveau provincial et au niveau fédéral. Et on l'oublie. Alors, le rôle de ces candidats, c'est de nous le rappeler, et mine de rien, si les poubelles ne sont pas ramassées, ça nous affecte directement. Alors, il faut rappeler que ces petites choses-là, qui peuvent paraître petites comparées à, par exemple, essayer de refaire le système de santé au niveau provincial ou le système d'éducation ou les finances au niveau fédéral, ces entre guillemets, petites choses-là sont très importantes. Ça prend des gens pour les régler, ça prend des gens pour se battre pour nous, contre les nids de poules. Alors, il faut nous rappeler, les enjeux et nous rappeler pourquoi la politique municipale est extrêmement importante. On a tendance à l'oublier. Et Louis Aucoin, justement, 5 partis à Montréal. Ouais. Bon, on sent Soraya Martinez-Ferranda va sûrement, et Luc Rabouin vont sûrement, sont les 2 principaux rivaux, mais il y en a 3 autres partis aussi. Donc, comment les 3 autres partis vont réussir à faire concurrence? Oh, ça va être très difficile pour les autres partis parce que ça prend une certaine crédibilité. Puis on voit là, puis c'est pas qu'il manque de crédibilité, mais je veux dire, elle n'a pas été établie au début de la campagne. Puis là, il reste 6 ou 7 semaines. Ouais. Donc ça va, il n'y a pas beaucoup de temps. Faut voir qu'à Montréal, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer par rapport aux images qu'on voyait à Québec. C'est-à-dire que à Québec, on met le nom de famille en évidence sur les affiches. Puis à Montréal, Projet Montréal et Ensemble Montréal, Soraya Martinez-Ferrada et Luc Rabouin ont choisi de mettre en valeur leur prénom. Donc, Luc par rapport à Valérie, puis Soraya, voilà, Soraya. Donc, elle est dans... C'est vraiment... Et c'est même pour les candidats. Donc, c'est intéressant, cette différence-là. Puis c'est intéressant de voir que les 2 principaux partis ont fait le même pari. Donc, pour rejoindre les gens, puis s'identifier, c'est vraiment une question de personnalité, de notoriété. Et le point d'interrogation que j'ai, c'est pourquoi Luc Rabouin, qui a un déficit de notoriété, et Soraya Martinez également, pourquoi il n'y a pas eu de pré-campagne plus marquante depuis le mois de juin. Oui, il n'y a rien qui empêche personne de faire campagne depuis le mois de juin, d'être présent, de proposer. Et ça n'a pas été justement le cas. La question. Oui, donc là, on est en déficit. Ouais. Puis il y a 2 tiers des Montréalais qui disent on veut du changement, mais ces votes-là ne vont pas à Soraya Martinez-Ferrada pour le moment parce qu'on n'est pas encore rendu là dans la campagne. Et puis Luc Rabouin ne vont pas à Luc Rabouin non plus parce qu'il ne représente pas encore le changement, même s'il essaie beaucoup. Donc, je pense que des 2 côtés, y compris... Des 2 côtés, il faut représenter le changement, y compris les candidats, peut-être des partis tiers. Eux veulent représenter le changement, mais il y a une difficulté, c'est... Il y a une limite quand même à l'attention du public, puis il y a une limite à l'espace dans les médias. Donc, parce que l'actualité aussi, beaucoup de choses se passent dans l'actualité. Donc, aussi, à l'international, aux États-Unis, au fédéral, au provincial. On en a parlé de François Legault. Et là, le municipal va peut-être écoper de ça. Là. Il va y avoir tout un défi, peut-être utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Là. Ça aussi, c'est très 2025. Mais en même temps aussi, ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que ça devrait faire partie du message des candidats de dire... On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'international, au niveau national, mais
ce qui se passe dans la ville vous affecte directement au premier degré de manière immédiate. Ça peut faire partie aussi du message. En 2013, Mélanie Joly n'était pas couverte par les médias. Jusqu'au mois de septembre, où on s'est rendu compte par un sondage qu'elle était deuxième des intentions de vote. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Elle avait fait de pré-campagne. Ouais. Je veux revenir sur le dossier Jimmy Kimmel, qui a été suspendu, vous le savez, par le réseau ABC pour des tenues proposées dans la foulée de l'assassinat de Charlie Kirk. Immense crise pour le réseau ABC. D'ailleurs, de plusieurs animateurs qui ont réagi jeudi soir, vendredi soir, justement, à cette suspension-là. Est-ce qu'au final, le réseau ABC a bien joué ses cartes? Je ne sais pas s'il a bien joué ses cartes. Je crois qu'il a un problème à l'interne le réseau a un problème à l'interne qui est réel. C'est-à-dire que d'abord, les employés de l'émission disent qu'ils n'ont pas reçu de communication pour savoir ce qui allait se passer. On a appris tard hier que ils allaient être payés au moins la semaine prochaine, mais ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer de la suite. Puis à l'interne, parce que ABC, c'est pas la première fois qu'elle est, si vous voulez, en contrariété, entre guillemets, avec cette administration. Il y a eu un procès, il y a eu une poursuite. Le réseau a décidé de payer, donc qui a mis faute alors qu'il n'y avait pas vraiment faute. Ce président a attaqué encore la semaine dernière le correspondant de Washington, Jonathan Karl. Donc, les employés se demandent probablement, mais est-ce qu'on a recours? Est-ce qu'on devra faire tout ce que ce président nous demande de faire? Alors, il y a un problème de morale à ABC, c'est-à-dire que le moral est bas. Les patrons devront rappeler les valeurs. C'est un peu ce que vous me posez tout à l'heure, la question sur la CAQ, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de rappeler les valeurs de l'entreprise, parce que les employés vont se poser la question, est-ce qu'on a encore notre place ici? Est-ce que l'entreprise pour laquelle on travaillait il y a 1 an, il y a 5 ans, est-ce que c'est la même entreprise encore aujourd'hui? Donc, à l'interne, ils doivent d'abord gérer l'interne, d'abord gérer ce moral qui est très bas, rappeler aussi ce que veut dire ABC, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour elle. Donc, est-ce que, la question c'était est-ce que ABC s'en est bien tiré? Je ne suis pas certaine, parce qu'aujourd'hui, on regarde ce réseau, on se dit, voilà un réseau qui a encore une fois capitulé. En terminant, Louis, justement, parce que là, il y a négociation pour l'éventuel retour de Jimmy Kimmel. Est-ce qu'il devra s'excuser? Est-ce que Jimmy Kimmel devra, par exemple, donner de l'argent à une fondation quelconque? Pensez-vous que ça va se faire? Bien, c'est-à-dire que ça se règle souvent, c'est l'expérience qu'on a avec de l'argent, à défaut d'excuses. Puis, ça va... C'est assez difficile, cette situation-là, parce qu'en ce moment, tous les spectacles, les émissions de fin de soirée, ils sont sur la sellette. Donc, tout le monde est sur la sellette. Et ça représente le risque le plus grand pour chacun des réseaux, c'est ces émissions-là de satire. Et c'est pour ça que cette semaine, dans ces émissions-là, ce qu'on a fait, c'est plutôt que de se moquer du président, on s'en est moqué en le flattant à l'extrême. C'est hier soir. Donc, c'est ça, très, très loin dans la flatterie. Donc, après ça, on ne peut rien nous reprocher parce qu'on l'a flatté. Puis on va voir avec Jimmy Kimmel, peut-être je vois difficilement des excuses sans qu'il y ait une autre espèce de scandale pour ABC. Préférablement une porte de sortie ou peut-être faire amende honorable sans avoir à s'excuser, puis etc. Mais ces négociations-là, c'est pas terminé parce qu'on va vouloir à la Maison-Blanche, c'est faire un exemple pour tous les autres. C'est ça qu'on veut. On veut créer un patron que les autres vont devoir suivre. Le réseau va s'excuser, Jimmy Kimmel ne va pas s'excuser. Ah, c'est ce que vous pensez? Non, parce que lui, il peut continuer en ligne, il peut continuer en streaming. Il a certains droits parce qu'il est notamment coproducteur de cette émission, mais il ne va pas s'excuser parce que s'il s'excuse, premièrement, il n'a pas besoin de s'excuser. Ça, c'est la première chose. Et s'il s'excuse côté image, etc., ce n'est pas qui il est. Le réseau, c'est une chose, mais lui, c'est autre chose. Il n'a pas besoin de ABC, Jimmy Kimmel. Alors, il n'a pas à suivre ces possibles consignes. Merci, Victor. C'est un dossier à suivre. Louis Aucoin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon samedi. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.